Alors, c'est une réunion un peu particulière, évidemment. C'est un challenge, hein. Pour moi qui suis moins jeune que certains d'entre vous, là, autour de la table, avec 320 zoomers, enfin j'espère, vous êtes déjà 106 enregistrés sur la réunion, 24 intervenants, 7 sujets en 5 heures sur le thème du rôle et de la place du nucléaire pour une reprise durable. Le Covid a précipité la crise économique. Espérons que cette deuxième vague ne précipitera pas la crise financière, mais en tout cas, la crise, elle est globale. Elle provoque beaucoup d'inégalités, elle aggrave les inégalités chez nous et dans le monde. Elle s'accompagne en même temps de mutations climatiques, géopolitiques et même civilisationnelles, nous dirait Philippe Herzog, et on en a pris la mesure l'année dernière à Helsinki. Elle s'accompagne de mutations de nos modes de vie et de production avec l'électrification des usages. Donc, les défis sont énormes pour pouvoir répondre aux enjeux. Ce ne sont pas d'ailleurs que de mauvaises nouvelles, hein. Dans les mutations, il y a des bonnes choses, et puis on peut se réjouir que celles qui viennent d'Amérique, avec le retour des USA, on verra bien, mais quand même dans la démocratie, et la volonté, en tout cas exprimée par Biden, de nouvelles relations avec les autres pays du monde, et puis ce qui n'est pas pour nous déplaire, le retour des Américains dans la COP 21 et dans les objectifs climatiques. C'est un challenge autrement plus difficile que le nôtre d'aujourd'hui, mais c'est un challenge pour le peuple américain qui est très divisé. Est-ce qu'il est plus divisé que les peuples européens? Ça, c'est une question qu'on peut se poser, car leur identité américaine est très très forte, comme vous savez, plus que la nôtre européenne, qui est, on va dire, en crise et qui se cherche et qui ne s'est pas encore trouvée. Construire un avenir décarboné avec des États et des sociétés qui ne partagent pas de vision commune, la route n'est pas tracée, hein, et ça va être évidemment un combat, une mobilisation. Des plans de relance sont décidés par les États, par l'Europe. Ils vont devoir mobiliser des milliards en articulant l'impératif industriel et climatique pour retrouver la croissance et l'emploi. Bon, vous voyez un petit peu la difficulté et transformer en même temps nos sociétés. Et je partage l'idée quand même que ce n'est pas toujours dans les périodes de crise profonde qu'il est le plus facile pour transformer nos mentalités et nos sociétés. Aujourd'hui, nous voulons apporter une contribution dans le débat public qui aura d'ailleurs bien besoin de se déployer. Et il faut quand même le dire que ce ne sont pas les meilleures conditions, même si on est bien content de vous voir à l'image. On préfère vous voir en vrai, en fait. Alors, le Green Deal s'est fixé des objectifs de zéro carbone, que nous ne remettons pas en cause, mais il impose des choix technologiques qui vont certainement à l'encontre de ces objectifs. C'est ce qu'on aimerait aussi démontrer aujourd'hui. Au mépris d'ailleurs de nos propres principes de neutralité, de diversité, et surtout en niant les atouts des États membres et leur réalité. Mais surtout, c'est un choix qui ne fait pas l'unanimité et contredit la solidarité entre les États qui ne pourront que se diviser davantage. Or, il semblerait que la Commission soit plus sous l'influence de certains États que d'autres. Et ça, on aimerait bien évidemment pouvoir en discuter avec elle. Je veux remercier au passage la Commission européenne qui soutient ce colloque. Ils sont une quinzaine de membres de la Commission à s'être inscrits aujourd'hui, et Massimo Gariba, qui est devenu un ami aussi, lui, au fil des ans, et Saïd Aboussal seront évidemment de la partie, puisque Saïd interviendra dans une table ronde et Massimo fera les conclusions de notre colloque. Trop d'énergie renouvelable, on le verra dans la première table ronde, parce qu'on parle quand même de 80% en 2050, 100% en 2100, détruirait évidemment notre industrie nucléaire, qui non seulement a fait ses preuves dans le passé, mais qui innove aujourd'hui, qui s'adapte pour mieux répondre aux demandes et aux besoins très diversifiés de nos sociétés. C'est une technologie européenne qui a essaimé d'ailleurs partout dans le monde, et le paradoxe serait que l'Union européenne se prive de sa technologie ou casse son industrie au moment même où on assiste à une renaissance du nucléaire partout,
y compris en Afrique, je peux vous dire. Nous avions le Kenya l'année dernière à Helsinki et on nous a expliqué que l'Afrique veut utiliser son uranium et profiter peut-être de la crise globale pour changer son modèle de croissance et devenir avoir une croissance plus inclusive. Et son mix énergétique pourrait, évidemment avec des transferts de compétences, de technologies, de conditions de sûreté, de sécurité, etc., devenir une des sources du mix énergétique africain. Le déclin chez nous est engagé. Je ne sais pas s'il faut utiliser le mot déclin, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, il n'est pas inéluctable. Et c'est ce que nous voulons examiner aujourd'hui. Brièvement, je dirais que l'industrie a sa part de responsabilité, bien sûr. On l'interrogera dans les tables rondes. Il y a 2 tables rondes en sa direction. Mais tout le monde le sait, ce n'est pas une industrie comme les autres. Elle a besoin de soutien public. Je ne vais pas parler évidemment du type d'énergie et qui n'est pas une marchandise comme les autres, mais en plus, c'est une industrie à rentabilité différée, comme vous savez, dont les investissements en amont sont très, très élevés. Et donc, il faut l'aider. Et les États et l'UE ont une part de responsabilité, bien sûr, et les États, pas seulement ceux qui font le choix du nucléaire, car le nucléaire est un atout pour toute l'Europe, on y reviendra dans les débats. Or, non seulement le marché, comme vous le savez, n'est pas adapté, on en parlera bien sûr, mais les mesures que l'Union elle-même prend pour corriger le marché ne concernent pas le nucléaire. Donc, les plans de relance et la taxonomie feront l'objet d'une table ronde. La bataille n'est pas perdue. On parle peut-être une chance que le nucléaire, qui est reconnu comme une source décarbonée, c'est le moins qu'on puisse faire, c'est un fait scientifique, soit reconnu aussi comme une industrie verte pour pouvoir bénéficier des financements. Mais en tout cas, nous battrons. Nous sommes empêchés aujourd'hui par des États antinucléaires qui font pression. Et donc, nous voulons voir aujourd'hui comment contourner ces obstacles pour que le secteur puisse pouvoir non seulement se maintenir, mais se développer. C'est le sens de cette 18e édition. Donc, on examinera dans un premier temps le mix énergétique, le bon équilibre du mix énergétique, et pour réussir nos objectifs. Et Véronica, donc on a salué tout à l'heure, nous dira pourquoi elle a un doute sur la stratégie allemande. Et c'est mieux quand c'est elle qui le dit que moi, n'est-ce pas ? On verra ensuite quel est le rôle de l'industrie, ses innovations, ses efforts pour rester performante et répondre aux besoins sociétaux. Nous aurons besoin de renouveler notre parc, qui est le plus grand du monde, et qui va supposer beaucoup d'investissements. On verra comment les financer. Est-ce que sans soutien public et sans taxonomie, qui ne suffiront pas, certes, mais est-ce que ce ne sont pas des signaux forts qui permettraient aux investisseurs étrangers de venir plus facilement dans notre Europe et nouer les partenariats d'investisseurs pour les futurs investissements? On nous prétexte les déchets nucléaires. On aura une table ronde là-dessus pour examiner avec les gens gestionnaires de déchets si oui ou non c'est un obstacle réel ou si on a là aussi des solutions pour chaque technologie et pour chaque étape, et un peu lever l'obscurantisme qui existe sur les déchets, puisque comme vous le savez, quand on demande aux gens de comparer les déchets à un animal, on nous cite le scorpion. Donc, pour vous dire comment c'est interprété dans le monde. Le nucléaire, c'est aussi beaucoup de recherche, c'est beaucoup d'innovation, c'est beaucoup de coopération. On fera une pause dans le temps de midi, mais après, on examinera les moyens et les financements de la recherche. Euratom n'a pas le budget qu'il faudrait pour cette recherche et pour pouvoir investir massivement. On investit beaucoup dans la sécurité et le contrôle, comme vous le savez, et pour mener des politiques offensives sur le marché, puisque ceux qui gagnent sont ceux qui sont soutenus par leurs États. On entendra les Russes, évidemment, très offensifs. J'ai vu Andrei tout à l'heure à l'image. Et bien sûr, qui sont en train de nous tailler des parts de marché, des croupières sur le marché. Donc, en affaiblissant notre industrie, on affaiblit la coopération internationale et notre coopération et, in fine, notre compétitivité et notre sécurité. Donc, les États qui veulent poursuivre, et ils sont 14 quand même, n'auront pas d'autre choix que de travailler ensemble. Comment? Ce sera notre dernière partie. Sous quelle forme? Il existe déjà des coopérations renforcées par zone géographique sur des secteurs de la filière. On voudrait peut-être examiner
l'initiative d'une coopération structurée comme dans la défense, et je salue Jacques Favin-Lévesque, le général, qui travaille sur ces questions à Eurodéfense, qui nous dira un peu ce qui se passe dans la défense et est-ce qu'on peut transférer ça dans le secteur nucléaire. Mais en tout cas, ça supposera beaucoup de mobilisation des États de leur société, et ceci dans le cadre d'un pacte de solidarité qui respectera nos choix. Voilà, c'est l'objet du colloque, c'est tout le sens du colloque. Nous avons travaillé ces questions déjà beaucoup depuis 20 ans avec les acteurs. Les sociétés bougent un peu aujourd'hui. La Commission a toujours une oreille attentive. Ce n'est pas pour ça qu'elle entend toujours ce qu'on lui dit, mais nous espérons bien avancer un petit peu. Nous avons interrogé William McCood, je vous l'ai dit. Il est président de la direction de l'AEN, l'Agence de l'énergie nucléaire à l'OCDE. Il est aux États-Unis. Il est 3 heures du matin aux États-Unis, donc il m'a demandé si c'était possible de nous envoyer sa vidéo. J'ai dit oui, bien sûr, nous allons l'écouter, il a un quart d'heure, et ensuite nous entamerons le colloque avec la première table ronde avec Hervé Fischer et Anna Veronica sur l'équilibre du mix énergétique européen. Good morning. I'm Bill Magwood. I'm Director General of the Nuclear Energy Agency, and it's a pleasure to be with you virtually today to talk about nuclear innovation and the economic recovery in Europe post-COVID. First, let me thank Madam Fischer-Herzog for her invitation to speak with you and to share a few thoughts. As I think about where we are today with the COVID crisis, my first responsibility is to hope that all of you and your families are doing well. This crisis has certainly been an unprecedented event that we all have had to adjust to. And for our part at the Nuclear Energy Agency, we have adjusted. We have been teleworking through most of the year and expect to telework through the rest of the year for the most part. And but our work has been able to progress unabated, and I'm very proud of that. And I think that as I have talked to member countries, I find that operators and regulators of nuclear power plants have also been able to adapt to these unforeseen circumstances quite effectively. And that really, I think, is a source of pride for people in the nuclear business, because people in nuclear are trained to deal with unexpected events and are trained to adhere to procedures and adapt procedures to new experience. And I think that has been proven to be the case in this pandemic as well. So the nuclear industry has performed fantastically during this crisis. And in contrast, some other areas, including renewables, where not all capacity has been able to be maintained or new things built. Because of the pandemic, there's been a decline in capacity. In some places, nuclear has moved forward very effectively and has provided the electricity that has enabled us to continue to work from home, to entertain our families, and to stay in communication. And that has required electricity. And I do believe that this experience around the world has introduced to people the idea that electricity is the key to our advanced society. Many of us, I think, knew this before, but I'm afraid that people around the world haven't always been conscious of this. But I think they're more conscious of it now. I certainly see it in policymakers who are much more aware of the importance of reliable, cost-effective electricity as the source of economic growth and development, both in countries that are like the countries of our membership, advanced countries with developed economies, but also countries that face the need to bring more people out of poverty, to provide clean water, to provide healthcare, and to lift more people into the middle class. And electricity is the key. And so as we go forward in this new era of energy, this energy transition that we are all speaking about, our interest has been focused on protecting the environment, and rightfully so. We want to reduce CO2 emissions to make sure that we have a stable climate for the long-term future. But at the same time, we cannot sacrifice economic opportunity. We cannot sacrifice economic expansion, both in developed and developing countries.
Because if we tell our publics that the answer is that you cannot have energy, you cannot have economic growth, you cannot have opportunity, I think they will turn away. I think they will decide that sacrificing the environment is the necessary cause in order to enable more children to have good health care, more children to be able to study at night when the sun goes down, and that these priorities will outweigh the long-term consideration of the environment. Now, I'm sure there are many people that would take issue with this and say that we have to protect the environment, but I guess from my standpoint, I ask, why do we have to force that choice on the public? Why can't we have a quality environment and at the same time have growth in the economics? And I think that the path to have that approach includes plans that involve the use of nuclear energy long term. The analysis we've done at the NEA have shown a few very important things over the last few years. And many of you, I think, are familiar with our analysis on system costs and on full costs of electricity. And what we have seen through our analysis is that the matter of what energy sources countries should use is not something that should be decided arbitrarily. It shouldn't be targets set by policymakers based on what they think might sound good. It really should be based on careful analysis. And what we have seen is that the right proportion of variable renewables and dispatchable resources for each system is likely to be very different. It depends on what the systems look like. It depends on what the resources are. It depends on the costs. And these can be calculated, these can be estimated. And we are actually at the NEA have started offering this service to our members to enable us to give them projections on what their options are for the long-term future. How much will it cost if they have certain proportions of variable renewables, and what portions would be dispatchable resources? Ideally, the markets would do this for us. Ideally, our markets, that's what markets are all about, allocating resources. But unfortunately, today's markets are dysfunctional in many parts of the world. They do not give the price signals. They do not provide the revenue that industry would need to collect the resources to build the plant and equipment for the future. So we have been substituting the markets with analysis. And the analysis that we have been doing have indicated that in most parts of the world, with most grids, there is a limit to how much variable renewable capacity makes economic sense. Now, you can certainly force more renewables into the system and then just subsidize it with more and more taxpayer resources. And that's certainly a choice that countries can make. Countries have the right and have the responsibility to do what they think is best. But from an economic standpoint and a sustainable standpoint that can go into the future, having the right balance of renewables and dispatchable resources to enable a sustainable long-term energy infrastructure is very important. And we think that for many countries, the proportion of variable renewables sits around the 30 to 40% range. We think that seems to be about where it comes out. And certainly in some parts of the world where the solar resources and the wind resources are particularly advantageous, you can certainly go higher. And if you have hydro resources, that can also make a big difference. But for the average country, what I've seen so far, it makes me think that 30, 40 to 40% range is about right. So if that's the case, and for most countries, about 40% renewables based on existing technology is the most likely threshold, then where does the rest of the electricity come from? How do you then meet the requirements of the Paris Agreement to reduce CO2 emissions to assure that we don't exceed that 2 degrees C threshold? That target speaks to a carbon intensity of about 50 grams of CO2 per kilowatt hour. And that is a huge reduction. By the estimates at the OECD, that's about 85% reduction in CO2 emissions from electricity
in OECD countries. And that is a tremendous challenge that, quite frankly, many people don't think we can do. We think it's very, very difficult. But if we take nuclear off the table, I think it becomes nearly impossible. Certainly, there are people who will disagree with this. They think we can do it with renewables and do it, and they're welcome to present their analysis. They're welcome to try it. And I think you can do anything you want as long as you have the resources to do it. But from an economic standpoint, I think you will need to see a combination of variable renewables and dispatchable resources. Nuclear can play this role. Nuclear has the ability, has expanded in the past very rapidly to provide the electricity that countries around the world have used to have economic growth for many years. And in the future, I think this is also possible. But the challenge that we face in the nuclear industry today is that the plants, quite frankly, often cost too much. We have seen these very expensive projects in the United States, in France, and Finland, and other places. And they have certainly sent a message to the public and to policymakers: the nuclear plants are extraordinarily expensive. Our analysis shows that we can adjust our projects. We can do better in the future. We recently released a report that analyzed the fact that most of the cost overruns that we have seen in recent years is due to the fact that we just simply didn't have a practice infrastructure in countries, in Western countries, particularly for supply chain, project managers, regulatory infrastructure just wasn't ready. And really you had to go through these difficult projects to put those pieces in place. So we think now there's a really good prospect that these the next plants could be built more cost effectively, and that you would not see these tremendous cost overruns. That said, that many countries are now turning away from the large plants and thinking much more about small modular reactors and various technologies. And this, of course, is a very exciting time. In many respects, this is the most exciting time in nuclear innovation since the 1950s. It really have to go back that far to see where there was so much excitement around the world on nuclear technologies. And these are not just small light water systems, but most of these systems that we see that are being analyzed by countries and pursued by industry are Generation 4 systems. Small modular reactors based on molten salt reactors, based on high temperature gas, based on fast reactor technology. And this is an incredible amount of innovation going around the world. And we count about 70 different projects in different countries. So this is a very exciting time. But for these technologies to be truly successful, we have to make sure that they have access to a global market. And that, I think, is a big challenge for the future, to make sure that regulators have the frameworks in place to enable these technologies, if they prove to be successful, to be able to be deployed rapidly around the world. And one person made a very good comment to me that we have to get away from building airports into more like building airplanes, to be able to manufacture large numbers of these systems instead of having one-off projects that are all unique and all very expensive. And if we can do that, then there is a very, very bright future for the nuclear sector. Now, that's not to say there aren't still issues to be dealt with, nuclear waste among those. I personally do not think that nuclear waste is a big problem. I think that we know the technology for deep geological repositories works very well. It's been proven. It will be proven on a very large commercial scale, probably first in Finland in the next few years. And I think countries around the world will then see that the technology and the science is very solid when it comes to disposing of nuclear waste, and that we can do this. Obviously, the hard part is the public policy aspect of disposing of nuclear waste. But once one country, and I think Finland will be first, one country breaks the threshold and shows that they can build a deep geological repository and put it in operation, that others will be able to follow that example, and that it will put a lie to the accusation that we don't know what to do with nuclear waste, that we don't know how to dispose of this material. We do, and it will be shown. And once it's shown, I think you'll see more and more countries be able to get through their public policy issues in order to be successful and deploy these repositories. So there's still a long way to go. There's many technologies that have to be assessed. Regulators have to evaluate them. We have to make sure that these new technologies can meet the performance standards in terms of economics,
make them practical in terms of safety, to make them game changers. And I think that many of these can be successful. The first of these advanced new technologies has already gone through regulatory approval in the United States, and I think more are to follow around the world. And if these technologies prove to be what they are supposed to be in terms of their performance requirements, then I think we will be on the threshold of a new golden age in the nuclear area. And this is not just important for nuclear people, it goes far beyond nuclear people. It really does go to the preservation of our way of life in our societies and our environment. Because if we fail, if the nuclear sector does not hold up its promise, we will find that it may be impossible to save the environment without these technologies. It may prove to be too expensive and too difficult and too contentious to be able to make that progress unless these technologies are successful. We will see. There's a lot to be proven. And of course, there are other areas of technology, including on the renewable side and storage technologies, that maybe there's new game changers in the future. But from what we see today, we believe that nuclear is necessary. And that nuclear is not only necessary from a climate standpoint, but from an energy reliability standpoint and from an economic expansion standpoint. But all this remains to be seen. A lot has to be proven. And we at the NEA are watching this very closely and supporting our members as they evaluate the path forward. The conversation you're having today, I think, is very timely and a very beneficial moment in history because there are so many challenges, but these are challenges that I believe we have to face together. And if we are successful in facing them together, we can overcome them. So I wish you all the best for this conference and for this discussion and look forward to hearing about the results. And with that, bonne chance and au revoir.